Eh ben alors, dis donc, quelle tête vous faites? Si vieux j'ai l'air pour de jeunes yeux? Bien sûr que non. Si, j'ai l'air vieux. Si, j'ai l'air vieux. J'ai même un gros truc là, un gros micro pour bien entendre ce que je dis. Et oui mes amis, j'ai eu 40 ans il y a quelques jours, je suis désormais un quadra. Ah la vache de merde. Alors ça y est, maintenant vous savez, moi je suis fatigué à 23h. Je fais des siestes les gars. D'ailleurs j'ai été voir le docteur hier parce que il m'arrive un petit truc que je faisais pas avant. Je lui ai dit voilà docteur, bon bah j'ai un problème. Il se trouve que maintenant tous les matins je chie à 7h. Alors il m'a dit bon bah c'est pas très grave, c'est quoi le problème? Et je lui ai dit bah le problème c'est que moi je me lève à 8h. Et oui mais qu'est-ce que tu voulais, c'est la vieillesse, hein, voilà. Hein. Enfin bon. J'ai 40 ans, mais j'ai gardé un corps de 20 ans. Il est au frais dans le congélo, là. Mesdames et messieurs, bienvenue sur 12 par sec, la chaîne de l'à peu près. Parce que tout ce que je raconte, on va dire que c'est à peu près ça. Ici Yann Solo, pour vous servir. Nous allons aujourd'hui parler d'un film absolument magistral par son scénario, par son plot. Moonfall, la lune s'écrase sur la terre. C'est la fin du monde. La Bible annonce ce jour sous le nom d'Armageddon. La fin de toute vie. Pourtant, pour la première fois dans l'histoire de notre planète, une des espèces possède la technologie qui peut lui permettre d'éviter sa propre extinction. Et évidemment, je cite Armageddon parce que ces deux films ont beaucoup de choses en commun, et c'est ce que nous allons voir dans cette merveilleuse vidéo. Likez-moi ça et abonnez-moi ça vous à cette chaîne, nom d'une pipe en bois. Et oui, maintenant j'utilise des expressions de vieux. Avant de lancer le générique, je vous informe pour ceux qui ne sont pas au courant que PH du Point de Génius a sorti une super vidéo sur la visite du porte-avions Charles de Gaulle et de la puissance nucléaire du bousin, dans laquelle lui, Obian et moi-même faisons tout un tas de conneries dans et sur l'engin. Allez la voir, ça vaut le coup, évidemment, le lien est en description. Allez, attention, soyez prêts à n'importe quoi. Hello there. Cette vidéo est sponsorisée par Holy. Oh merde. Yeah. Vous allez voir, on va faire cette vidéo avec panache. Je suis très fier de vous présenter cette nouvelle boisson, parce que c'est une boisson qui défonce sa grosse daronne. C'est grossier ça. Holy est une nouvelle boisson en poudre, faut ajouter de l'eau et c'est tout. C'est-à-dire c'est un petit peu le principe des boissons en poudre, faut ajouter de l'eau quoi. Alors pourquoi vous devriez essayer Holy? Eh bien je vais répondre à cette question. D'abord, c'est bon. Ouais, on va commencer par là. Il y a plein de saveurs. Saveur cobra, saveur lion, saveur gorille, saveur requin et saveur chameau. Tu es sûr? Bah oui, c'est... Ah oui, non, attends. Ah non, c'est pas non. Non, il y avait des vrais fruits. Ça, c'est orange framboise, ça, c'est mangue kiwi. Là, il y a du... Qu'est-ce que c'est que ça? Fraise, raisin, bien sûr, citron vert et cactus avec des vrais bouts de chameau dedans. Et attention, les gars. Attention! Là, je vous parle que des saveurs de la gamme énergie. Et oui, car il y a deux autres gammes, la gamme sportive hydratation et la gamme Ice Tea. Oh yeah. C'est hyper pratique, hyper facile, hyper génial. Vous prenez un petit sachet, vous l'ouvrez délicatement, vous versez tout doucement le contenu dans votre thermos Holy, vous ajoutez 50 centilitres d'eau, vous secouez. Et holy shit, c'est prêt. C'est excellent comestible. C'est de l'eau, des arômes naturels, pas de sucre, pas de taurine, des antioxydants et des vitamines. Attends, je vais me faire une petite queue de cheval là parce que mes cheveux, j'ai monté, ça commence à me casser les... Et c'est génial parce que tu sais, normalement, c'est fou comme par exemple boire 8 verres d'eau dans une journée, ça paraît impossible. Par contre, boire 8 bières dans une soirée, ça, y a pas de problème. Moi, je surkiffe tous les parfums de la gamme énergie là. Avec ça, je me sens puissant, laisse tomber, j'y vais à fond là, je fais le raid des gouttes de Marseille en moins de 12 par sec. En plus, il y a vraiment un effet à plus long terme qui évite le crash un peu post-caféine, tu sais. Mais comment c'est possible? C'est parce qu'ils utilisent de la New Caf, c'est de la caféine cristallisée, c'est plus efficace. Pas mal. Et en même temps, c'est très bien parce que c'est écolo. Un pot évite de jeter 50 canettes. Holy, c'est l'hydratation saine. C'est quand même mieux que l'alcool. Cela dit, bon, moi, c'est vrai que j'adore l'alcool aussi. Ah bah, c'était le thème de mon mariage. Moi, je peux te dire, vider la prune, ça me fait pas peur. Alors maintenant, il prend son petit clavier, il prend sa petite souris, et il clique sur le lien en description, et il va pouvoir commander un pack découverte, dans lequel il aura 3 boîtes avec toutes les saveurs des gammes de boissons. Et il pourra choisir celle qu'il aime le plus. Et en plus, avec le code 12 par sec 5, il aura 5 € de réduction sur les premières commandes. Holy motherfucking god! Qu'est-ce que vous attendez? Allez, à boire ou je tue le chien! Merci beaucoup Holy d'aider cette chaîne en sponsorisant cette vidéo. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai mis autant de temps à vous parler de Moonfall? Alors déjà, j'ai pas mis autant de temps que ça. Le film est sorti il y a 2 ans, ça va aller. Mais c'est vrai que s'il y a un film qui colle incroyablement bien au thème de cette chaîne YouTube, c'est Moonfall, sans déconner les mecs. Blockbusters américains, science-fiction, astronomie, jolies filles. Alors on est dedans là. Hein. Enfin, je veux dire, j'aimerais bien. Il manque juste le basket,
direct et on est bon. Hein. Moonfall est un pur film 12 parsecs. Alors pourquoi j'ai mis 2 ans à vous en parler? Bah parce que disons que sur cette chaîne, vous l'aurez remarqué depuis le temps, moi je ne parle que de chefs-d'œuvre. En tout cas de très bons films qui ont marqué les esprits. Des films qui ont eu un succès public et critique. Armageddon, Independence Day, Event Horizon, Les Ailes de l'Enfer, Street Fighter, Mortal Kombat. On est quand même sur le haut du panier. Là. Et c'est vrai que Moonfall est quand même ce qui se fait de pire en matière de blockbusters et de science-fiction américain. Tellement c'est nul. Mais oui, non mais ça, c'est ce que vous pensez. Si, je sais très bien, c'est ce que vous pensez tous. Eh bien moi je vais vous le dire, parce que vous vous fourrez tous dans l'œil jusqu'aux couilles. Au coude. Parce que Moonfall, c'est pas aussi con que ça en a l'air. Alors c'est con, bien sûr, évidemment, c'est même très con, hein. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en fait, c'est moins con que ça en a l'air. Contrairement à la chaîne YouTube Archeophonex, qui est encore plus con que ça en a l'air. Tout d'abord parce que, alors, à titre personnel, ça me fait plaisir, parce que Moonfall est un film qui parle vraiment d'astronomie, avec des termes bien précis et tout. Ça parle d'orbite elliptique, de limites de roches, ils vont dans l'espace, tout ça. Et ça me rappelle quand je faisais des vidéos d'astronomie, tu vois. Hey, du temps où on apprenait des choses intéressantes sur cette chaîne YouTube. Ah, c'était il y a pas si longtemps que ça. C'était il y a 3000 ans. Ce que je kiffe aussi, c'est qu'en fait, techniquement, l'idée de départ est géniale. Si, l'idée de départ est géniale. La Lune va s'écraser sur la Terre. Alors, ça fait peut-être un peu bizarre de dire ça, mais moi je peux vous dire que, franchement, je donnerais n'importe quoi pour voir ça. Vous imaginez un peu le spectacle de taré que ce serait. Je veux dire, vous voyez la Lune qui se rapproche de la Terre et qui grossit au fur et à mesure dans le ciel. Il y a plein de vidéos sur Insta et TikTok qui simulent un peu ce que ça pourrait donner, là. C'est le truc le plus spectaculaire qui existe. Vous imaginez les frissons, ce serait absolument dingue. Et donc, l'idée d'en faire un film est géniale. Je me rappelle encore quand j'avais lu que Roland Emmerich allait faire un film sur la Lune qui s'écrase sur la Terre, mais j'étais comme un fou, j'ai sauté de joie, je me suis dit ça va être énorme. Qui d'autre que lui pourrait faire un film comme ça de toute façon? Personne. Et bien évidemment, ce que j'aime beaucoup aussi avec Roland Emmerich, c'est que dans ses films, on ne se préoccupe pas de la cohérence. On ne se préoccupe pas de la vraisemblance, on s'en fout de la science. Comme sur la chaîne 12 parsecs. Ici, on pète tout de manière totalement libérée, décomplexée, et c'est ça qui est beau. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un article où Roland Emmerich, il explique, on a aussi utilisé le logo officiel de la NASA, ce qui confère une certaine crédibilité au film. Pardon? J'ai pas compris là, une certaine crédibilité au film, c'est-à-dire. Tu veux dire que parce que t'as mis le logo de la NASA, d'un seul coup tout le film est crédible. Eh bah putain. Eh tiens, regarde ça. Eh attention. Hop. Eh ben voilà, le logo de la NASA aussi sur la chaîne. C'est facile. Mesdames et messieurs, cette vidéo est donc validée, certifiée par la NASA. Non mais vous rigolez, mais il n'empêche qu'ils ont quand même embauché une géophysiciste, Mika McKinnon, comme conseillère scientifique. La nana, elle est venue 20 minutes, elle a bu un café, elle a regardé, elle s'est bien marrée et elle est repartie. Alors, dans cette vidéo, je vais pas énumérer toutes les conneries qu'on voit et qui respectent absolument pas les lois de la physique, parce qu'en fait, on s'en fout. C'est absolument pas un problème. Parce qu'en fait, c'est exactement comme dans Armageddon, ou alors si on pousse même le truc un peu plus loin, comme dans Star Wars, et même plus largement comme dans tous les films de science-fiction. Si on commence à râler parce que les films ne respectent pas les lois de la physique, mais dans ce cas-là, il y a plus de films. On fait plus de science-fiction et on regarde que les films de merde dans lesquels il y a un type qui bosse à la banque et qui va rencontrer une prof de français dépressive dans une pharmacie. Ils vont acheter une maison à Beauvais et ils vont élever des carlins. Alors je vous le dis, hein, autant se tirer une balle tout de suite. Hein. Non, ici, on va parler de théorie de ouf. Alors effectivement, ça part d'une gigantesque connerie, à savoir la théorie de la Lune creuse, qui est une vraie théorie complètement fausse, qui est partie du fait que quand on a enregistré les tremblements de Lune dans les années 70 avec des sismomètres que l'émission Apollo avait posé là, et ben il y a un article d'une revue qui s'appelait Popular Science, qui avait écrit que la Lune sonnait comme une cloche. Et ça, c'était pas le seul élément qui pouvait faire penser que la Lune était vide, puisqu'il y avait aussi eu la mission d'Apollo 12, donc en 69, comme Apollo 11, qui avait fait volontairement cracher une petite partie de leur module lunaire à la surface de la Lune. Et à ce moment-là, ils avaient aussi dit que la Lune avait résonné pendant plus d'1 heure. Donc si tu veux, là, on a un petit peu commencé à se poser des questions. On s'est tout de suite dit, c'est les Arabes. Les extraterrestres. Les extraterrestres, oui. Et de là est donc partie cette théorie à la mort moelle-neuil, appuyée par un autre concept de dingue, l'un des trucs de science-fiction les plus ouf qu'on ait jamais imaginé, la sphère de Dyson. En 1960, il y a un physicien américain qui s'appelait Freeman Dyson qui propose une idée, selon laquelle des extraterrestres auraient pu construire des mégastructures autour d'une étoile pour en capter l'énergie et se déplacer dans l'espace. Non mais attendez, est-ce que c'est pas le concept le plus génial qu'on puisse imaginer, sérieux? Alors forcément, quand tu mêles ce concept-là avec la théorie de la Lune creuse, ça fait des liens, tu vois. Et en bout de chaîne, ça te donne des films comme Moonfall, mon gars. C'est-à-dire que quand Emmerich a lu le livre Who Built the Moon, donc qui a construit la Lune, de Christopher Knight et Alan Butler, bah il s'est dit que ça pourrait être trippant d'en faire un film. Bah c'est-à-dire qu'après Independence Day, Godzilla, le jour d'après et 2012, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre pour faire encore plus péter la planète? Eh ben la Lune qui s'écrase, mon gars, mais oui. Sur le papier, moi je dis que c'est une putain d'idée pour raconter une
pure histoire de SF. Sur le papier, oui. C'est-à-dire qu'après, il faut aussi essayer d'écrire un bon scénario. Quand on sait que là, pour Moonfall, il y a eu 3 scénaristes, ah bah à mon avis, ils ont pas bossé en même temps, les mecs. Hein. Là, ils ont dû faire les 3-8. Moonfall est donc le 18e et dernier film en date de Roland Emmerich. Et avec cette vidéo, Monsieur Emmerich devient le réalisateur le plus habitué à la chaîne 12 par sec, puisque c'est le 3e film de lui dont je parle, après Independence Day et Stargate. Independence Day est d'ailleurs la vidéo la plus vue de ma chaîne avec plus de 800 000 vues. Merci beaucoup pour ça. Dans ce film, on voit la Lune qui quitte son orbite pour se rapprocher de la Terre jusqu'à la frôler. Et on va suivre 2 astronautes joués par Patrick Wilson et Halle Berry, qui sont aussi beaux l'un que l'autre, et qui vont essayer de découvrir ce qui se passe à l'intérieur de la Lune. Et ils seront aidés par Casey Houseman, une espèce d'astronome scientifique amateur qui croit à la théorie de la Lune creuse et qui a découvert avant tout le monde ce qui allait se passer, et qui est joué par John Bradley, qu'on connaît tous pour son rôle de Samuel Tarly, clairement l'un des 5 personnages les plus importants de Game of Thrones. Il y a aussi Michael Peña, qu'on avait déjà vu sur cette chaîne dans Seul sur Mars, Donald Sutherland et plein d'autres acteurs dont on se fout éperdument. Sauf Kelly Yu, une actrice et chanteuse chinoise-canadienne sur laquelle je me suis beaucoup renseigné. Oui. Moi, ce que je trouve qui est ouf dans le film, c'est que à aucun moment, ils vont faire appel à Elon Musk pour les aider. Putain, mais attends, mais c'est le premier mec que j'aurais appelé. Lui, au moins, il aurait des solutions. Il essaierait de rentrer en contact avec les mecs dans la Lune et leur proposerait direct de les racheter. Oui, ben, n'empêche, vous rigolez. Mais si un jour, on arrive à construire une méga structure comme ça, genre une sphère de Dyson, tu peux être sûr que ça viendra de lui. Allez, on lance le film. Alors, ça commence avec des images d'archives, pour faire un petit peu sérieux, tu sais. Ben, c'est-à-dire qu'à la fois c'est cliché et à la fois ça marche aussi. De toute façon, les clichés, ça marche toujours. Par exemple, est-ce que vous savez comment s'est formé le Grand Canyon? Non. Non, c'est extrêmement simple. Il y avait un groupe de juifs qui passaient par là, t'en as un qui a fait tomber une pièce de 20 centimes, ils ont creusé pour pouvoir la retrouver. Attends, ça c'est cliché ça. Oui, mais ça marche. Il y a des images d'Apollo 11, c'est beau, hein, on va peut-être voir Ryan Gosling. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Et on arrive sur une navette spatiale, type navette de la NASA, modèle Discovery, Challenger. Hein. Enfin non, pas Challenger du coup, elle est pas arrivée jusque-là. Et là, on découvre 3 astronautes qui font des trucs d'astronautes, c'est-à-dire des trucs extrêmement chers et complètement inutiles. Non, c'est pas inutile, au contraire. Pensez pas ça. Hein. Tout ce qu'ils font est extrêmement utile. Il y avait Arnaud sur Astrono Geek qui avait fait une vidéo là-dessus, je sais plus ce que c'est, mais de toute façon c'était nul. Et en plus, il s'écoute un petit Africa de Toto, 82, avec David Page au chant, Bobby Kimball à la batterie et Jeff Porcaro au clavier. Enregistré d'ailleurs au Sunset Sun Record de Los Angeles. Et je précise d'ailleurs pour l'anecdote, ce soir-là, Jeff Porcaro était grippé. Et il a d'ailleurs été remplacé par David Ngate à la basse. Et donc là, ils sont plutôt pépères, voilà. Ça rappelle un peu la scène d'intro de Gravity avec les 3 astronautes qui se la coulent douce aussi, qui dansent comme des cons. À croire qu'être astronaute à la NASA c'est hyper facile. En fait c'est un petit peu comme pilote de ligne ou ministre. Tu fais des années d'études pour avoir le poste et puis une fois que tu l'as, tu branles pas de tes journées et puis t'es payé grassement à rien foutre. Tu m'étonnes qu'on veut tous faire ça quand on est petit, tu sais, on a compris le concept. On découvre Joe, Brian et Alan qui discutent de trucs. Joe et Brian se chamaillent comme un vieux couple. Ils font ce que font tous les astronautes, à savoir qu'ils parlent de tout sauf de taf. C'est exactement comme le début de Gravity en fait. Et il y en a qu'un qui bosse, c'est Alan. 1 sur 3, c'est la moyenne chez les astronautes. Et là, d'un seul coup, tout se met à clignoter dans la navette. Alan hallucine, Brian se retourne, et on voit un truc hyper chelou qui arrive en reflet dans son casque. Le plan est joli, j'aime beaucoup, ça c'est validé ça. Et là, bam, il y a un nuage de matière hyper chelou qui est une sorte de mix entre la fumée dans Lost et Venom, qui fonce vers eux et qui fout le bordel, c'est hyper chelou. Mais qu'est-ce que ça peut mais c'est un mystère. Alan est emporté par le truc, Brian essaie de le sauver mais c'est mort, il le lâche. Ah là là. Le film vient de commencer et on a déjà perdu un soldat. C'est dommage parce que Lee est un petit peu beau gosse aussi celui-là. Il est beau en maudit comme on dirait au Canada. Ah oui, c'est parce qu'il est canadien le type. Ouais, c'est dommage, je sais. Ouais, ça partait bien. Et en plus il est astronaute, mais bon. Mais bon quoi? Il est canadien quoi. Ouais, je suis canadien. Puis ça fait quoi? Ah non, rien, non, mais je savais pas que les Canadiens avaient le droit d'aller dans l'espace en fait. On n'était pas vraiment dans l'espace, Yann. On était dans un studio, suspendu par des câbles, devant un fond vert. Ah, vous êtes pas dans l'espace en vrai là? C'est un film, Yann. C'est un film. Je pensais que tu le savais. Oui, je me doutais un petit peu, mais disons que, tu sais, la Lune creuse, tout ça, la théorie, et moi j'y crois vachement. Et je me suis dit que c'était peut-être possible, tu vois. Je veux dire, quelques de film, ça se trouve, c'est un documentaire. Peut-être c'est un documentaire, et peut-être pas. Mystère. Frank Fiola, mesdames et messieurs, qui joue l'astronaute Alan Marcus dans Moonfall, que vous pouvez aussi voir dans Bad Santa 2 et dans plein d'autres films et séries télé. Frank, thank you very much, buddy. It's been a real pleasure to have you here. Thank you, Mr. Solo. God bless. Wish you the best, buddy. Putain, les mecs, j'ai eu un acteur de Moonfall dans ma vidéo, quoi. Brian est repoussé dans la navette qui part en vrille. C'est le coup classique. Pour l'instant, tout est comme dans Gravity. Et comme l'engin est énorme, il galère grave à le maintenir. Mais au bout d'un moment, il arrive à le stabiliser. Un peu comme moi quand je me lève le matin et que je vais pisser. Et là, on voit une espèce de tornade qui creuse un trou sur la surface de la Lune. Et Moonfall.
sais pas pourquoi je me marre, en fait, y'a rien de drôle. Allez, on avance de 18 mois, donc 8 ans, et on voit une maman et son fils qui doivent vendre leur maison, certainement parce qu'elle a cramé tout le pognon de la famille, en fringues, en chaussures et en sac à main. Ça va les filles. Et le fiston regarde les infos où on voit Brian qui est jugé pour avoir échoué dans la mission. Alors que c'est absolument pas sa faute, enfin. Putain, la vache, le nombre de caméras qu'il y a là dans la pièce. La scène est filmée sous 5 angles différents, on se croirait dans ma chambre. Et la NASA le tient pour responsable de l'explosion du vaisseau et de la mort de son collègue. Un peu comme au début d'Aliens, ça le retour quand la Weyland-Yutani dit que c'est Ripley qui est responsable du merdier sur le Nostromo dans Alien 1. Et d'ailleurs, elle s'énerve. Bon, arrêtez, parce que là, moi, sinon, je vais me mettre en boule. Non mais c'est clair, faut la comprendre aussi. Et bah là, avec Brian, c'est exactement pareil. Il est accusé à tort, alors il s'énerve. Alors arrêtez, parce que là, je vais me mettre en boule. Et l'autre problème, c'est que Joe, là, qui est sa collègue, qui devrait être dans son camp, bah elle le croit pas non plus. Comme elle était inconsciente, elle a rien vu. Et elle dit que l'autre, c'est qu'un enfoiré de menteur. C'est qu'un enfoiré de menteur. En plus, il a une petite bite. Mais ça n'a rien à voir, madame. Si, ça a tout à voir. Et donc la NASA le vire comme un malpropre, il a plus une thune, et c'est pour ça qu'il doit vendre la maison. Et là, comme si c'était pas déjà assez compliqué, il y a toujours un moutard qui fait exprès de pas comprendre et qui fait chier. Je veux pas déménager. Je déteste le New Jersey. Putain, mais tu n'as pas le choix, petit con. Non mais alors, c'est mieux qui vont faire la loi maintenant. Respectez mon autorité. 10 ans plus tard. Et voilà Casey Houseman, l'homme de la maison, qui rentre par effraction dans le bureau d'un vieux monsieur tout moche. Je suis désolé, monsieur. Ma mère a toujours dit, c'est mieux de demander pardon que demander la permission. Et oui, une phrase pleine de bon sens, que j'ai toujours essayé de mettre à l'honneur et qui m'a valu un grand nombre de procès. Et là, il appelle l'Observatoire du Chili et se fait passer pour le vieux professeur pour demander des informations sur l'orbite de la Lune. Je suis en train de suivre l'orbite de la Lune. Vous pourriez m'envoyer les scans de la nuit dernière? Putain, et l'autre au bout du fil, il se rend pas compte que le vieux de 80 ans, il a une voix d'un jeune de 25 ans. Bah, il me semble que c'est quand même pas le même timbre. On est maintenant chez Joe Cinda, la magnifique. Et il y a la NASA qui l'appelle. Et Joe se réveille. Oh, elle est en train de dormir. Qu'est-ce que c'est beau une femme quand ça dort. Au moins ça ferme sa gueule. Et Joe, même quand elle se réveille, elle est belle. Ah, en la voyant, j'ai des vertiges. Des vertiges de l'amour. Qu'est-ce que j'aimerais me retrouver dans son lit à côté d'elle. Vous savez que moi, au lit, je suis incroyable. Ah, je peux dormir pendant des heures. J'adore parce que sur le tel, il y a écrit NASA, t'sais. Genre, c'est toute la NASA qui appelle. 17 000 personnes qui appellent en même temps, t'sais. Allô? Oui, bonjour, c'est la NASA, ça va bien? Ah, mais c'est chiant quand tout le monde parle en même temps, tu comprends rien. D'ailleurs, quand elle arrive au bureau, elle leur dit, Ne parlez pas tous en même temps. Et là, il y a un type qui lâche l'info la plus ouf de toute l'histoire de la NASA. On a détecté le plus gros trou noir de l'univers. Où ça? Dans la constellation de Mia Khalifa. En fait, ils lui disent que l'orbite de la Lune a dévié et qu'elle se rapproche, et ça c'est ouf. Et en plus, ils ont capté de la fumée qui s'échappait d'un cratère dans la mer des Crises. La mer des Crises, souvenez-vous, on en parle dans la vidéo Comment reconnaître les cratères de la Lune. Ça c'est bien foutu. Et donc, c'est quand même bizarre, parce que la Lune est censée être un astre mort. Alors, en fait, non, pas complètement. Comme on l'a dit avant, on a déjà enregistré les tremblements de Lune avec des sismomètres des programmes Apollo. Certains séismes pourraient notamment être liés aux énormes différences de température entre le jour et la nuit qui peuvent atteindre 270 degrés. Ah non, c'est possible, je vous dis, dans ce film, il y a des trucs qui sont possibles. En tout cas, il y a de la fumée, mais sauf que là, on sait pas d'où c'est qu'elle vient. Mystère. Casey arrive dans un bâtiment où il y a des gamins qui attendent un prof d'astronaute. Enfin, un mec qui va leur donner des cours de l'espace, quoi. Enfin, sur l'espace, oui. Tu sais que ça pourrait être moi. Non, mais je l'ai déjà fait, ça. Tu sais que tous les ans, je vais filer un cours d'astronomie aux élèves de CM1 dans l'école de mon fils. Ah, c'est vrai. Ils ont que des questions à la con, ils captent rien à rien. T'es surtout mon fils, t'imagines bien. Mais au moins, ils s'intéressent. Alors, sauf que la dernière fois, je me suis gouré parce que j'ai mis sans faire exprès des photos personnelles dans le PowerPoint. Et 60 gamins traumatisés à vie, là. C'était quoi sur la photo? C'était avec PH. Et les gamins, eux, ils pensent que c'est Casey, donc qui est le prof qu'ils attendent, et lui, il est chaud, il y va, quoi. Et il va leur apprendre les bases de l'astronomie. La Lune est une mégastructure. Ceux qui ont construit cette chose incroyable doivent penser qu'on est une espèce lamentable. Ok, donc toi, c'est ça que t'apprends aux gosses. Un ramassis de conneries aussi grosses que toi. Dis donc, faut pas s'étonner qu'après les nouvelles générations soient remplies de demeurés, là. Et en même temps, ce qui est ouf, c'est qu'il a raison, le bougre. Parce que c'est bel et bien ce qui va se passer. Bon, heureusement, Brian arrive. Il va pouvoir rectifier le tir, mais il aura pas le temps, ce Casey le chope direct pour lui dire qu'il a enfin sorti sa bite de la Lune. Enfin, que la Lune est sortie de son orbite. Brian ne le croit pas, c'est bien normal qu'il croira une chose pareille. Personne de sensé, bien sûr. Sauf que chez Roland Emmerich, rappelez-vous qu'il n'y a pas grand-chose de sensé. Bon allez, Natchaf, toi, allez, vire ta viande, là. Va raconter tes conneries ailleurs. On retrouve Brian chez lui, et il y a son ex-femme qui l'appelle. Et là, j'aime bien parce que regardez, il décroche le téléphone, il est dans son garage. La nana lui dit d'allumer la télé pour regarder un truc, et paf, il est déjà dans la cuisine. Putain, mais comment il a fait, sérieux? Il s'est obligé, il s'est téléporté, le mec. Et là, il voit son fils à la télé qui se fait arrêter par les flics. Bravo, mon couillon. Faites des gosses, putain. Ils vous rendront fiers. Ah, je vous jure, comme dirait mon tonton, il leur faudrait une bonne guerre. Lui, déjà, je l'aime pas, là. Je trouverai le motif plus tard. Bien, alors les moutards de merde qui font chier tout le monde et qui sont trop cons pour comprendre quoi que ce soit, ça part en goulag sur le champ, je veux pas le savoir. Alors, voilà, bien sûr, ça lui fera les pieds, l'autre blondasse. Allez, il part une semaine en tôle, il pourra réfléchir à son avenir. Si toutefois il en a un. Ah oui, non, mais vous avez vu, moi c'est pas à 50 ans que je deviens un vieux con, c'est à 40 ans. Pourquoi attendre? Allez, retour à la NASA, il y a Joe qui explique au directeur ce qui se passe. La Lune est entrée dans une orbite elliptique.
En plus clair. Comment ça, en plus clair? Non mais attends, t'es directeur de la NASA et tu sais pas ce que ça veut dire une orbite elliptique? Non mais tu te fous de qui là? Ce film ressemble de plus en plus à un documentaire. Attends, même moi je sais ce que ça veut dire. Mais ça veut dire quoi alors? Bah ça veut dire que elliptique, c'est... Non mais remets le film, il explique mieux après là. Ça veut dire que, dans 3 orbites, elle atteindra la limite de Roche à 17 000 km. Ah, la fameuse limite de Roche, on a déjà parlé de celle-là. Dans plein de vidéos. Eh oui, j'en disais des choses intéressantes à l'époque, hein. Mais ça, c'était avant. Et donc la limite de Roche, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de vous l'expliquer clairement. C'est une limite qui stipule, qui dit, qui raconte, ça va pas vous plaire, c'est en latin, que si vous avez un satellite qui orbite autour d'une planète, la Lune autour de la Terre, Phobos autour de Mars, Ganymède autour de Jupiter, ou moi autour d'Alexandra Daddario. Ah oui, non mais Alexandra Daddario, elle, quand je la regarde, il y a quelque chose de magnifique dans ses yeux. Ça doit être mon reflet. Eh bien, s'il se rapproche trop de la planète et qu'il dépasse une certaine limite, il se disloquera sous l'effet de la force des marées causées par la planète. Donc si la Lune se rapproche trop de la Terre, elle pourrait se briser en 1000 morceaux qui nous retomberont tous à la gueule. Et si moi je me rapproche trop d'Alexandra Daddario, je finirai en prison. Et en plus, ils ont repéré un gros trou dans un cratère. C'était un petit peu inquiétant quand même ça, non? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut repartir sur la Lune. Bien sûr, tout de suite. Non, mais on fait le plein et on y va. Bon, il y a quand même peut-être 3-4 réglages à vérifier avant, hein. Si vous pouvez nous donner juste 3 mois, ça peut peut-être se faire. Mais pas du tout, la Lune va s'écraser dans 3 semaines. 3 semaines? Bon, bah écoutez, on va se cacher sous le lit et on verra bien. En attendant, le monde entier est au courant parce que la news vient d'être partagée sur Twitter. X, oui, X, on s'en fout, personne dit X. Du coup, le Dirlo, il calme le jeu. Il n'y a aucune raison de paniquer. Ce sera tout pour le moment. Tu viens de mentir à tout le pays. Bah évidemment qu'il leur a menti. Et qu'est-ce que tu voulais qu'ils leur disent? Qu'ils disent toute la vérité? Bon, la Lune va s'écraser demain, hein. Tout le monde va mourir carbonisé. Allez, bonne journée. Évidemment qu'il a menti. T'es marrante, toi. Caraï. Allez, ils ont fait les vérifications en 10 minutes et il y a une équipe qui part sur la Lune. Vous voyez, ça prouve vraiment que la Lune, en fait, on peut y retourner quand on veut. On aurait déjà pu y retourner depuis bien longtemps. Pour y foutre quoi? Bah, ça c'est une autre question. En tout cas, chez Roland Emmerich, les vérifications pour aller sur la Lune, ça se fait en 10 minutes, ce qui est déjà énorme. Comme ma bite. Donc évidemment, il y a des émeutes partout, les gens font des provisions, il y a une dame là, qu'est-ce qu'elle a pris la dame là? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Et là, à la télé, ils commencent à parler du fait que la Lune serait peut-être une super structure, une méga structure, et que même l'idée commence à gagner un petit peu les milieux scientifiques. Et oui, hein, ouais, c'est souvent comme ça, hein, et quand ça commence un peu à sentir le roussi, on commence tous à se réfugier dans des théories complètement farfelues. Les premiers hommes préhistoriques ont certainement imaginé des dieux qui s'engueulaient quand ils ont vu les premiers orages, les éclairs et le tonnerre. Mais non, c'était juste des phénomènes naturels dus à des différences de pression et de température de l'air. C'est tout, non mais ne cherchez pas plus loin. Comme disait le biologiste et éthologiste Richard Dawkins, ne suffit-il pas de voir qu'un jardin est beau, sans pour autant croire à la présence de fées au fond de ce jardin? Enfin bon, ça c'est un autre sujet, vous le savez ici sur la chaîne, j'ai me casser la gueule. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais, comme disait l'astrophysicien Neil deGrasse Tyson, ce qui est bien avec la science, c'est qu'elle se fout complètement de votre avis. Vous pouvez croire que 4 plus 4 ça fait 12, et oui, vous pouvez le croire, pas de problème. Mais c'est pas la vérité. Vous avez vu, je fais comme les frères Bogdanov, hein, je cite des gens pour faire croire que je m'y connais. Ah, ça c'était leur technique favorite. On en parle dans la vidéo sur les frères Bogdanov avec PH, oui. Un petit peu de pub. Ouais. Et oui, car comme disait le grand youtubeur Yann Solo, chacun croit en ce qu'il veut. Moi, je crois que je vais me resservir une pinte. Bah oui, c'est bon une pinte, hein? Une bonne petite pintade avant l'apéro. Allez, pouah, plan de ouf là, il est trop kiffant ce plan là, j'adore. Avec la Lune carrément plus grosse dans le ciel parce qu'elle est beaucoup plus proche. Elle s'est bien rapprochée là, dis donc, hein. On devrait commencer à sentir les effets de la gravité dans pas trop longtemps. Et ils seront dévastateurs. Et d'ailleurs, c'est marrant ça parce que, alors là, je fais une petite parenthèse, ça c'est un truc que je me suis toujours dit. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi. De toute façon, vous ne pourrez être que d'accord avec moi puisque je n'ai jamais tort. Si j'ai tort, c'est la vérité qui se trompe. Peut-être que certainement que l'humanité se serait encore beaucoup plus intéressée à l'astronomie et à tout le reste, à l'exploration de l'univers et tout ça, simplement si la Lune avait été plus grosse dans le ciel. Comment ça explique? Bah, je sais pas trop, mais j'ai l'impression que la Lune, on s'en fout un petit peu au quotidien. Alors d'abord parce qu'on s'y est habitué, mais surtout parce qu'elle est petite dans le ciel. On voit aucun détail. D'ailleurs, si vous voulez pouvoir reconnaître certains détails à l'œil nu, vous pouvez voir ma vidéo comment reconnaître la surface de la Lune, à ce sujet. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, enculez-vous. Alors que si elle avait été beaucoup plus grosse dans le ciel, genre comme ça, voilà, ça aurait été terrible, on aurait eu beaucoup plus de détails, ça aurait été beaucoup plus concret, on aurait voulu y aller beaucoup plus tôt dans l'histoire. On aurait sûrement même déjà créé des bases sur place. Il y aurait des habitants à l'année là-bas. Et ça aurait ouvert à plein d'autres projets énormes. Alors évidemment, on passe sur tous les problèmes que ça engendrerait sur Terre, hein, avec les marées de ouf, les tsunamis, les saisons qui changent, les écarts de température de malade et tout ça. Mais peut-être qu'on se serait adapté, tu vois. On n'aurait pas eu le choix, on aurait dû faire avec. Moi, je dis que ça aurait pu être cool. Elle passerait comme ça dans le ciel, tu sais, ce serait un truc de dingue. Je pense vraiment que ça aurait pu changer notre vision de l'univers, tu vois. Ah, c'est pas con ce que tu dis.
C'est pas con ce qu'il dit. Ah, c'est pas con ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il dit d'autre? Ah, c'est pas con ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis d'autre? Ben, je dis rien d'autre. Je dis juste que c'est dommage que la lune elle soit si petite dans le ciel. On retrouve Brian qui fait les poubelles. Il est vraiment la dèche lui. Hein. Voilà ce qui attend Thomas Pesquet dans 3-4 ans. Du coup, Casey lui paie un donut et il en profite pour lui parler des sphères de Dyson. L'autre évidemment il le prend pour un con, normal. Le mec il te dit que la lune c'est une sphère de Dyson, c'est à peu près aussi crédible que si on te dit qu'Astronaut Geek il va faire des vidéos de qualité. Ah non mais c'est du même niveau de conneries les gars, mais on en est là les gars. Pendant ce temps-là, les astronautes ils lâchent une sonde dans le trou de la lune. Et les plus imaginatifs ils verront une jolie métaphore. Elle s'arrête à 25 km sous la surface et remonte d'un seul coup. Ah oui non mais là la lune a pas aimé. Là il y a un rejet, hein, c'est physique. C'est comme moi, hein. Ah, c'est pas de me mettre un truc dans le trou, hein. Même un suppositoire. Ah je te fais un pouter et je te l'éjecte direct. Ah bah là t'as pas intérêt d'être sur la trajectoire parce que je peux te dire ça part vite. Une fois j'ai tué 3 personnes d'un coup comme ça, comme dans Indiana Jones. Bah attends, en même temps t'as vu la forme, on dirait une balle de flingue. À mon avis ça a été étudié pour, hein. Bon, c'est obligé. Hein. Et là, il y a un truc de ouf qui surgit hors de la nuit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait le truc du début là qu'on savait pas ce que c'était. Ah oui, c'est la même chose. Mais je sais bien que c'est la même chose, putain. Et il vient dire bonjour aux terriens. Ah bah oui, mais vous avez essayé de lui introduire un truc dans le trou, il a pas aimé. Hein. Bah oui, mais c'est pas comme ça qu'on dit bonjour les gars. Faut pas s'étonner après qu'il savait skier. Hein. Non mais moi j'aurais été pareil. Sur Terre, il y a un tsunami qui arrive et qui est en fait déjà là. Hein. C'est-à-dire que normalement, quand t'as une scène de tsunami dans un film, on voit toujours le moment d'avant où les gens y regardent un peu, ils sont dans l'expectative, quoi, ils comprennent pas ce qui se passe. Mais là non, le tsunami est tout de suite là. Hein. On l'a même pas vu arriver. Roland Emmerich, il faut y aller là. Il arrive dans l'immeuble où se trouvent Brian et Casey. Il le voit et monte dans les étages. Sauf Casey, qui bien évidemment, bordel de merde, de bite, de con, de cul, reste planté là comme un abruti en attendant que la flotte arrive. Mais pourquoi? Pourquoi faire? Et venez pas me dire que c'est parce qu'il est paralysé ou je sais pas quoi là, tu sais qu'il a peur et qu'il peut plus bouger là. C'est pas vrai, c'est des conneries ça. Tu vois la flotte qui arrive au loin, tu te barres, c'est tout. Tu te poses pas avec des popcorn en attendant qu'on te balance la sauce. Et bam, dans ta gueule, tiens. Il sait pas nager! Comme par hasard, évidemment. Ah bah oui, bah au lieu de passer du temps à apprendre tes théories à la con, bah t'aurais peut-être pu prendre du temps pour apprendre à nager. C'était intéressant, ça aurait pu te sauver la vie. Docteur Nozman! Docteur Nozman, qu'est-ce qu'il fout là lui? Allez, Brian arrive à sauver Willy et on retrouve Joe et le dirlo de la NASA. Ils hallucinent un peu qu'il y ait une sorte de robot intelligent qui a réussi à tuer les astronautes. C'est vrai que techniquement c'est un petit peu inquiétant, hein. C'est assez inattendu et très fâcheux. C'est fâcheux que je sache la vérité. Non, fâcheux que Lucasfilm ait réalisé l'épisode de Star Wars 7, 8, 9, bien qu'incomplet étaient les scénarios. Trop lourd pour eux était le poids de cette tâche. Pourquoi vous parlez de PH comme ça? Et eux là, bah c'est fâcheux qu'ils se soient précipités vers la Lune, bien qu'incomplet ait été leur renseignement. Parce que maintenant ils sont tous morts. Et le truc toujours assez ouf dans ce genre de film, c'est que là, il vient quand même de se passer quelque chose d'assez incroyable. Ils ont découvert une nouvelle forme de vie intelligente et menaçante. C'est juste un truc qui remet en cause tout ce qu'on a toujours cru savoir sur l'univers, tu sais, la vie, tu vois. Et là, on dirait qu'il y a juste 2 personnes qui s'en soucient. C'est-à-dire qu'à part Halle Berry et l'autre, là, tout le monde s'en branle. Et même eux deux, d'ailleurs, ça a pas l'air de les choquer plus que ça. Non mais attendez, c'est une révolution de fou ce qui vient de se passer là. On a potentiellement affaire à la plus grande menace jamais vue de toute l'histoire de l'humanité. Vous voulez dire un de ces trucs qui peuvent vous détruire l'univers? Précisément. Du coup, elle va faire un tour dans les archives de la NASA et trouve une vidéo qui montre le truc qui les a attaqués. Apparemment, c'est pas la première fois que ça arrive en fait. La NASA était déjà au courant de l'existence de ce truc, mais a choisi de classer le dossier secret défense, les petits bêtères. Et là, il y a un vieux type en fauteuil roulant qui arrive. Pourquoi un vieux? Parce que ça fait plus mystérieux. Et pourquoi un fauteuil roulant? Parce que ça fait encore plus mystérieux. Pourquoi? Bah parce que les handicapés ils foutent les boules. En plus le mec il s'appelle Donald, il a vraiment rien pour lui. Et là il dit à Joe qu'elle est pas censée regarder le dossier 136 Alpha. Il est classé top secret. Ah merde, ah oui, et donc il faut surtout pas qu'elle sache ce qui s'est passé. C'est top secret quoi. Oui, sauf que là le vieux tout de suite après lui dit que tu sais, en 1969 là quand Apollo 11 ils ont atterri sur la Lune là, ils ont perdu le contact avec la Terre pendant 2 minutes là, c'est connu ce truc là. D'ailleurs j'ai pas bien compris si c'était vrai ou faux ce truc là, apparemment c'est faux mais bon, et ben voilà ce que lui dit. Le centre de contrôle a coupé sa liaison avec le monde parce que les astronautes ont découvert quelque chose ce jour-là. Ils ont aperçu des lumières très étranges qui émanaient de la croûte lunaire. D'accord, donc tu lui racontes tout en fait. T'es en train de lui dire que c'est top secret, mais tu lui balances toutes les infos les plus ouf juste parce qu'elle t'a demandé gentiment. Bravo, super le gardien. Alors en même temps, c'est sûr qu'une nana comme ça qui te demande gentiment, moi je lui dis tout aussi. Et il lui dit que la Lune, en fait, ça n'est pas une Lune. C'est une base sidérale. N'importe quoi. Ah les vieux, c'est terrible. Joe appelle l'armée pour leur dire qu'il faut un plan d'attaque. On a un plan, on attaque. Ah oui, là il y a de la référence ciné, là, faut suivre un petit peu là. Ah vous savez que j'adore ça, j'en mets plein partout. Saurez-vous toutes les retrouver? Envoyez un message au 0800 012 012 et vous pourrez gagner 10 000 € par an pendant 1 mois. Elle rentre chez elle et il y a tout le monde qui a peur. Il y a des inondations partout, c'est le bordel sur toute la planète. Ça sent le sapin à plein pif. Maman,
Est-ce qu'on va mourir? Oui, on va tous mourir, et toi le premier d'ailleurs. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Moi je vais m'en sortir par contre, et j'irai me taper plein de mecs et je referai un autre gosse pour te remplacer. Toi t'es moche de toute façon. Eh, mais quand la fin du monde approche, on se lâche, on dit tout ce qu'on a sur le cœur. Bon, ils ont ramené Laurel et Hardy à la NASA, Joe leur montre les images, et Casey dit qu'il avait raison depuis le début. Hostie de Christ, de tabernacle, de Saint-Cyber, de Saint-Sacrement, de Calice, d'hostie de Colon. Il est vraisemblable que notre lune ait été construite par des aliens. La Lune a été construite par des aliens. Oui, bien sûr. Ah là là, non mais dis donc, on a soupé les idioties, mais alors celle-là, elle est particulièrement salée. Et donc Joe demande à Brian de revenir bosser pour la NASA, parce qu'ils veulent retourner sur la Lune, et que c'est le seul pilote qui s'est posé une navette sans énergie. Tu es le seul pilote qui s'est posé une navette. Non mais c'est moi, je viens de le dire, merci. Toujours à répéter ce que je dis, celle-là. C'est vrai. C'est vrai. Ah, voyez, Brian y réfléchit une minute et il répond. J'accepte d'y aller. J'ai besoin d'un service en retour. Non mais il a raison, attends, il dit, il faut toujours négocier, hein. Ah, c'est pas gratuit. Hein. C'est-à-dire, bah tu vois dans ton film À l'ombre de la haine, là, t'as une belle séquence avec Billy Bob Thornton, là. Tu vois de quoi je parle? Oui. Et bah pareil. Et voilà, encore un qui pense avec sa bite. Ah, ça m'énerve ces mecs-là, putain, mais un peu de tenue les gars, que diantre. On va quand même pas sans arrêt parler que du physique de Halle Berry. C'est avant tout une femme et surtout une très bonne actrice. Et... Bon, ils vont chercher la navette Endeavour qui n'a plus volé depuis 2011. Ils la mettent en place et là il y a des mecs qui vont expliquer à Brian comment on fait pour faire péter la bombe. Sauf que Brian il l'entend pas de cette oreille. Lui c'est un astronaute, c'est pas un militaire, il veut pas faire péter la bombe. Écoute connard, on va faire péter la bombe parce que sinon c'est nous qui allons péter. Soit t'es avec nous, soit t'es contre nous. Seul un site est aussi absolu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non là il raconte n'importe quoi, il est pas concentré là. Alors comment ça marche votre truc là? Appuyez 2 fois ici et maintenez ce bouton là enfoncé. Ça déclenche l'explosion. C'est simple. Ouais, c'est simple. Oui, c'est simple, oui. Pourquoi tu dis c'est simple comme ça? C'est très simple. Si t'es pas capable de le faire, tu rentres chez toi puis on demande à quelqu'un d'autre. Brian explique le plan à toute la NASA. Bon, ils sont 4, hein, les mecs. Apparemment, sauver la planète n'intéresse personne. Les militaires ont sorti le fils de Brian de prison, histoire qu'il soit là aussi, parce que rien, en fait, hein, ouais. Il ne va servir à rien du tout. Oh, mon fils chéri, grâce au ciel, tu vas bien. Alors, grâce au ciel, non. Hein, voilà. Alors, le ciel n'y est pour rien. Il a rien fait pour que le gamin aille bien. C'est plutôt grâce aux gens qui se sont bien occupés de lui, oui. Mais eux, par contre, on pense pas trop à les remercier. Je sais que je suis chiant avec ça, hein, non, mais c'est un peu con, mais ouais, j'aime bien titiller. Ce truc-là, d'ailleurs, ça me fait penser à une réplique que j'aime beaucoup dans Rambo 4, John Rambo pour le vrai titre, où il y a un groupe de missionnaires chrétiens qui se fait capturer et torturer par l'armée birmane, et quand il y a la team de Rambo qui débarque pour les sauver, il y a cet échange-là. Don't save your life. Read it. Eh oui, petite phrase en bonus comme ça, c'est cadeau. Bon, évidemment, le fils arrive et il râle. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu détestes la NASA. Mais ferme-la, toi, tu te prends pour qui? Tu vas pas qu'on essaie de sauver le monde? Puis tu me diras merci quand tu veux, hein, pour t'avoir sorti de tôle, espèce d'ingrave. Ah, les jeunes aujourd'hui, c'est terrible. Tiens, il y a le petit de Joe aussi qui est là, avec sa nounou japonaise, là. Ça veut rien dire. Bon, vous décollez ou quoi, là? La lune, elle arrive, là, y a pas le temps de niaiser, là. Allez, tout le monde évacue, le fils pourri, il part avec le gamin et la nounou, ils se retrouvent tous les trois dans une bagnole. Eh, alors, moi, je suis le gars, là, je peux te dire que le petit, je le largue au premier virage. Attends, il va pas me niquer mon plan, lui. J'ai toujours rêvé de pouvoir sortir la plus grande réplique de toute l'histoire du cinéma, qui, en plus, se trouve être dans un autre film de Roland Emmerich. Le hasard fait si bien les choses. C'est peut-être notre dernier soir sur Terre. Tu ne peux pas mourir vierge. Ah ouais, non mais attends, là c'est le moment jamais de la sortir. T'habites? Non, la réplique. La bite, c'est après. Allez, Brian, Joe et Casey vont décoller tous les trois dans la fusée. Et là, je réitère ma question. Pourquoi est-ce qu'ils sont tout seuls, sérieux? Où est le président? Où est l'armée? Qu'est-ce qu'ils font les autres pays? La Chine, la Russie, la France, le Burkina Faso? Non, je déconne. Non mais c'est vrai quoi, les mecs ils sont tout seuls. Ils partent à 3 et au sol, il y a que 2 types qui vont tout gérer. Non mais attends, vous savez, il y a combien de gars dans la salle de commande qui vérifient des centaines de trucs en même temps pour un décollage de fusée? Vous le savez vous? Non, vous le savez pas. Alors? Parce que tu le sais, toi. Bah non, je le sais pas non plus, non. Voilà, en tout cas, il en faut beaucoup. Et là, je doute qu'avec 2 gars, tout se passe bien pour le décollage, tu vois. Enfin bon, en même temps, je vois pas pourquoi j'émets des doutes sur la plausibilité de ce truc, alors que dans le film, la Lune est une superstructure qui va s'écraser sur la Terre. Tu sais, c'est comme dans Star Wars, là, quand on te dit, non, mais la charge sismique dans l'épisode 2, là, elle peut pas faire ce bruit-là quand elle explose dans l'espace, parce qu'il y a pas de son dans l'espace. Ouais, d'accord. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Par contre, les sabres laser, la force, là, tout ça, là, on est bon, y a pas de problème. Ah oui, ça, on est bon, ça marche, oui. Bon, allez, faut qu'il décolle, parce que là, la Lune arrive, et comme elle s'est encore rapprochée, sa force de gravité commence à sérieusement foutre le bordel. Et là, on va rigoler. On va rigoler comme quand le Carlon PH s'est fait écraser? Ah non, on va rigoler beaucoup plus encore. Il y a des trucs qui commencent à tomber dans les bureaux, les chaises elles roulent sur le côté. Est-ce que ça veut dire que le bâtiment se penche? Peut-être que la chanteuse Lizzo vient d'arriver pour donner un concert. Et là, regardez le truc de ouf. La Lune arrive et il y a carrément la mer qui s'envole, le truc de malade. On se croirait dans Dragon Ball Z quand Son Goku et Vegeta concentrent leur force au-dessus de l'eau. Ah bah attendez, là on est au même niveau de crédibilité. Hein. Vous avez une énorme vague de gravité qui se dirige vers vous. Une vague de gravité? C'est bon ça? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Une vague de gravité. Bon, bah c'était bon. Vous voyez la gravité? Non.
Bah, t'en fais une vague. Et du coup, bah, toute l'eau s'envole. Les deux gars du bureau se barrent juste à temps en hélicoptère. Du coup, maintenant, il y a plus personne pour gérer la mission au sol. Les astronautes sont vraiment que tous les trois. En plus, l'hélicoptère se crache dans la flotte, donc bah, hein, boujoupi des moules, hein. Boujoupi des moules, hein. Merveilleuse expression normande. Ça aussi, c'est cadeau, je vous le donne. Et il y en a plein d'autres, hein. Boujoupi des cailloux, boujoupi des gommes pour les bésos. Les jeunes, ils sortent de la bagnole pour voir si leurs parents arrivent à décoller. Ils décollent juste à temps. Ce plan est génial. Si, il faut quand même dire des choses positives. Ce plan est excellent. Avec la navette qui surgit à travers les vagues immenses. Ça par contre, c'est crédible. Hein, Thomas? Ça, je crois qu'on a déjà fait, hein. C'est possible, ça. Non. Ah bon? Ah bon. Mais tout le reste, c'est possible? Non. Ah bon? Merde. Mais il y a des trucs qui sont crédibles dans le film quand même ou pas? Non. Ah bon? Bon bah, alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue quand même ou? Non. Oh, tu fais chier là. Bon, disons les gamins, faudra peut-être vous affoler un peu si vous voulez pas finir comme dans l'hélicoptère. Ils redémarrent et roulent à fond. Ils arrivent à échapper à la vague de gravité. Ils ne s'envolent pas, hein, alors que tout le reste si, mais pas eux. Logique. Logique, oui. Mais ça, c'est un bon mot qui pourrait définir le film. Bon, maintenant qu'ils sont tranquilles, Sonny va attaquer la petite Michelle là. Il va la lancer sur son tatouage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as une petite bite. Ah, bah là, ça part mal, mon gars. En même temps, ça devrait pas poser de problème. Les Chinois, ils les ont habitués. Là-haut, la team est en place. Il faut qu'ils rattrapent la Lune. Faut faire quelques petits calculs pour trouver la vitesse, la durée et l'angle de propulsion. Ils torchent ça en 2 coups de cuillère à peau. Casey, quelle sera la position de la Lune dans 93 minutes? Alors attends, 4 x 8, 17. Je retiens 12. Je mets le truc là, ça me paraît pas mal. Ça fait 43 secondes. Enfin, à peu près. Hein. J'adore ce film, les gars. Non mais Moonfall, c'est le film de l'à peu près. Je pense que je vais me faire tatouer l'affiche dans le dos. Pendant ce temps, les gamins se font voler la bagnole par des loupards. Ah, des loupards. Ouais, je parle comme les vieux de 60 ans. Et ils arrivent devant un camp de gitans. Sauf qu'il y a des météorites qui débarquent et bah, truc de ouf. Et pètent le sommet de la montagne. Faut pas traîner. Ouais. Non mais attends. T'imagines, tu viens de voir une énorme météorite passer au-dessus de toi et péter le sommet d'une montagne. Et toi t'es là. Ouais, faut y aller, ouais. Ouais, non, là, ça va être chaud, faut y aller, ouais. Non mais attends, le calme du type, quoi. Non mais attends, mais moi je serais là. On va tous mourir. D'ailleurs, la Lune revient, elle est là, et elle va encore foutre le sbeul dans la gravité. Tout s'envole, c'est le bordel, le petit s'envole aussi. Vite, on va se mettre à l'abri dans une pauvre grange pourrie, comme ça on n'aura plus aucun problème. Parce que c'est bien connu que les murs en bois annulent les effets de la gravité. Non, c'est pas des conneries, ça marche, les gars. La prochaine fois que la Lune passera au-dessus de vous, vous essayerez, vous verrez. Vous vous envolerez pas. La Lune se barre, et ils marchent jusqu'à un endroit où il y a justement la mère de Sonny et son beau-père. Et ouais, ils habitent dans le coin. Niveau scénario, c'était plus pratique comme ça. Et là, à la radio, on annonce qu'il faut évacuer toute la vallée parce que l'atmosphère va se dissiper. Truc de ouf, encore plus ouf. C'est quoi la dissipation de l'atmosphère? L'air va être aspiré, pauvre imbécile. Ah bah ok, super, t'es sympa toi, dis donc. On va t'abandonner là, tu vas voir. Tu vas t'envoler comme un oiseau, tu seras contente. Sans déconner, mais pourquoi lui répond comme ça? Elle pose une très bonne question, la petite. La dissipation de l'atmosphère. Bah oui, parce que la Lune, elle va pas se contenter d'attirer seulement les objets, mais le gaz aussi, tout ce qui a une masse. Et donc l'atmosphère elle-même. Et là, sans atmosphère, plus d'air, plus de protection contre les rayons du soleil. En même temps, ça c'est pas grave, c'est la nuit, il est de l'autre côté. Par contre, il va faire froid, hein. Bah oui, parce que toute la chaleur à la surface va partir aussi. Bah oui, l'atmosphère, c'est ça aussi qui retient la chaleur, hein. Elle régule la température de la Terre. C'est pour ça qu'il y a de très gros écarts de température entre le jour et la nuit sur la Lune ou Mercure, par exemple. Parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, ou alors parce qu'elle est très fine. Et donc bah là, c'est pas moins 20 qu'il va faire, c'est moins 200. J'espère pour eux qu'ils ont mis des soupules. Pendant ce temps, les autres, ils vont aller à l'intérieur de la Lune pour voir un peu ce qui s'y passe. Ils vont réussir à éviter les millions d'astéroïdes. Normalement là, tu meurs juste 400 fois. Attends, comment tu fais pour mourir 400 fois? Bah demande à Tom Cruise dans Edge of Tomorrow, il l'a fait. On est à l'intérieur de la Lune. Eh oui, la Lune est vraiment creuse, comme la tête d'Astronico. Et là, c'est tout simplement incroyable. La Lune est bel et bien une méga structure. Comme le disait Casey depuis le début. Je le savais. C'est le truc le plus ouf qu'on a jamais vu. On se croirait dans Transformers, sauf que là, c'est vrai. C'est pas de la science-fiction, c'est la réalité. Il y a bien une naine blanche au centre de la structure et les extraterrestres exploitent son énergie, comme les sphères de Dyson. Et ça, c'est beau. Ils sont forts, ces E.T., quoi. Ils ont réussi. Et ça veut aussi dire que nous, on est vraiment des merdes, hein, parce qu'avant de savoir faire ça, il va se passer un peu de temps. Alors, par contre, la naine blanche, là, elle est vraiment petite. Aujourd'hui, nous, des naines blanches, on en a découvert plus de 200 000 à peu près dans la galaxie, et elles ont toutes à chaque fois au minimum la taille de la Terre. Donc pour en trouver une qui pourrait rentrer dans la Lune, je dis pas que ça existe pas. Mais là, normalement, une naine blanche, c'est beaucoup plus gros. Et en plus, ça fait genre 100 000 degrés, tu vois. Je sais pas en quoi il est fait leur vaisseau, là, mais normalement, il devrait juste cramer, non? Alors après, elle a vu qu'elle est de petite taille, elle pourrait être plus froide, tu vois, genre, je sais pas, peut-être 5-6 000 degrés à la surface, comme le soleil. Donc en fait, c'est bon aussi, ça. Ouais, non, c'est plausible. Ce film est d'une logique implacable. C'est mon film de science-fiction préféré, précisément parce que ce n'est pas de la science-fiction. C'est pas possible, mais on va dire que c'est probable. Oh, tu sais, moi, les probabilités. Brian largue la bombe pour tout faire péter, mais là, il y a le truc hyper chelou du début qui arrive à fond et qui veut niquer. Bon, je m'excuse, mais là, on dirait vraiment un truc à la Transformers, là. Y a pas un truc, genre, exactement comme ça, où quelqu'un qui ressemble dans les Transformers, là? Je suis sûr que si. Et de toute façon, même s'il y est pas, je suis sûr qu'il y est. Et là, c'est bizarre, parce qu'à la fois, le truc essaie de les attaquer, et Brian dit que c'est pas lui qui pilote, et à la fois, ils arrivent à lui échapper, ce qui veut dire qu'il y a peut-être autre chose qui essaie de les protéger, et bam, la porte se referme, ils sont en sécurité, c'est bon. Mais pour combien de temps? Et qui a essayé de les sauver? Et où sont-ils exactement?
exactement? Et pourquoi n'avez-vous pas encore liké cette vidéo? Mystère. Et alors là, on vient tout petit peu sur Terre et on va avoir une scène, les gars, qui résume à elle seule tout le cinéma et le style de Roland Emmerich, tellement c'est n'importe quoi, mais à la fois c'est quand même cool, mais c'est quand même très bidon. Comme l'atmosphère se dissipe, la famille a chopé de l'oxygène, mais ils vont se faire poursuivre par des mecs, là, les mecs de tout à l'heure qui ont chouré la bagnole. Ces mecs-là, on sait pas qui c'est, on s'en fout, ça n'a aucun sens qu'ils soient, on s'en bat les noix. Et là, on va avoir droit à une scène de course-poursuite complètement dingue, avec la lune qui arrive et qui attire tout, donc il y a plein d'objets qui vont s'envoler, sauf bien évidemment la voiture des mecs qui conduisent. Et en même temps, il y a des astéroïdes qui vont s'écraser un peu partout, ce qui va faire des explosions de dingue. Et dans tout ça, il y a une poursuite en bagnole. C'est-à-dire que les mecs ne trouvent rien de mieux à faire que de se tirer dessus, alors qu'ils devraient juste essayer de se protéger et de se mettre en sécurité quelque part. Cette scène est d'une connerie absolument infinie, et en même temps, quelque part, elle a complètement sa place dans ce film. Parce que quand on y réfléchit, elle est mortelle cette séquence. Il y a des plans absolument énormes, et sur le papier, c'est peut-être une des courses-poursuites les plus ouf qu'on ait jamais vues. Une course-poursuite en bagnole avec des vagues de gravité et une pluie d'astéroïdes. Bon, à côté de ça, Fast and Furious, c'est de la pisse de chat. Hein. Et en plus, la scène se finit d'une façon absolument géniale. La voiture de la famille va faire un pur saut grâce à la gravité de la lune, va rouler sur un rocher et passer de l'autre côté du ravin, pendant que les autres foncent dans le rocher et explosent à la manière des chasseurs taille sur les astéroïdes dans Star Wars. Et sinon, niveau rythme de la narration, on en parle, parce que là, vous allez voir comment Roland va hyper vite et prend même pas le temps de se poser juste 2 minutes après la scène. Je veux dire, là, ils viennent de faire une énorme course-poursuite, une des plus ouf, météorites, gravité, explosion partout, pour finir avec un saut de la mort, et après c'est tout. Vous voyez, si ça finit comme ça. Le plan d'après, tu vois le daron qui appelle son fils dans la voiture, et l'autre, bah, il sort en mode tranquille, non, c'est normal, tout va bien. Oh, c'était une petite course-poursuite comme ça, on en fait le week-end. Ça va, il y a eu 2-3 explosions, 3-4 astéroïdes qui nous ont frôlé, c'est rien. C'était une petite zone de perturbation. Les autres se réveillent, mais Brian a disparu, donc ils l'appellent. Brian Harper! Vous pensez qu'il y a combien de Brian sur la Lune? Alors ça c'est marrant, cette réplique elle me fait penser exactement le même type de réplique dans Jurassic Park Le Monde Perdu, quand les mecs vont chercher Sarah sur l'île. Sarah Harding! Combien de Sarah crois-tu qu'il y ait sur cette île? Et là, on retrouve Brian qui est dans une salle blanche, peut-être que Morpheus va arriver. Ah non, c'est pas Morpheus, c'est son gamin quand il était petit, et qui va tout lui expliquer. Mesdames et messieurs, ouvrez bien vos oreilles et vos yeux. Les humains d'aujourd'hui sont les descendants d'humains qui vivaient il y a des milliards d'années à l'autre bout de la galaxie. Les mecs étaient super forts et avaient construit des méga structures pour vivre dans l'espace. Certainement parce qu'ils avaient pourri leur planète comme nous on fait avec la nôtre. Et pour les aider, ils ont créé une intelligence artificielle qui, spoiler, s'est rebellée, bien évidemment. Et comme elle kiffait Harry Potter, elle s'est déguisée en mange-mort pour tuer tous les humains parce qu'elle les trouvait inférieurs. Et c'est pas faux. Bah tu sais, c'est ce qui nous attend les gars. ChatGPT va se transformer en mange-mort pour tous nous niquer. Bon, personnellement, j'aurais préféré qu'ils se déguisent en Hermione, mais bon. Et donc, les mecs ont construit des méga structures pour pouvoir voyager aux confins de l'espace dans l'espoir de trouver un endroit où ils pourraient s'installer. Et comme par hasard, notre système solaire est le meilleur endroit qu'ils ont trouvé. On se demande bien pourquoi, hein. Il y a vraiment rien à foutre ici, hein. Sur 8 planètes, il n'y en a qu'une seule qui est habitable. Ils auraient mieux fait d'aller dans le système trappiste, hein. Là au moins il y a plein de planètes dans la zone habitable de leur étoile. Sauf que l'IA, qui s'est créée à partir de nanotechnologie, a tué tous les humains. Et donc, la méga structure qu'ils ont envoyée ici, elle est vide, mais il reste l'ordinateur de bord. Je suis le système d'exploitation de votre lune. Alors ça, la lune a un système d'exploitation. Là, vous avez déconné? Ah non, je déconne pas. Et le truc annonce à Brian qu'en fait, ils sont petits gens les mecs, hein. Ce sont les ancêtres des humains. C'est grâce à eux que les humains de la Terre existent. Et qu'il faut que Brian les aide à remettre la lune sur son orbite et à tuer l'IA. Nous avons besoin que tu rejoignes notre combat. Le voilà le fin mot de l'histoire. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je trouve ça plutôt louche. Mais non, c'est pas louche, c'est génial. C'est carrément mieux que ce que je pensais en fait. Alors, c'est pas ouf, attention, hein, c'est pas hyper original non plus. Mais faut quand même admettre que ça a de la gueule. D'ailleurs, cette histoire aurait été terrible à raconter. Moi, je demande que Roland Emmerich fasse un préquel de Moonfall qui raconte toute cette période-là, là. Ça pourrait envoyer du lourd. Joe et Cassie retrouvent Brian qui va, à son tour, leur expliquer la situation. La Lune doit survivre. D'accord. On fait partie d'une guerre intergalactique qui existe depuis des milliards d'années. D'accord. Il y a des milliers d'essaims. Ils cherchent dans tout l'univers la seule lune qui leur a échappé. D'accord. Mais la seule lune qui leur a échappé, c'est-à-dire? Ils ont cherché dans tout l'univers, tout le... Allez, c'est parti, Brian se vénère, il va niquer le monstre. Allez, vas-y à fond, mon génole. Retour sur Terre, alors là, c'est pareil. Là, il va se passer un truc que j'adore chez Roland Emmerich. La mort d'un personnage secondaire, mais tellement à l'arrache, c'est pas possible. C'est trop drôle, à un moment donné, dans ces films, il tue toujours un personnage, on s'en fout un peu, tu sais. Ici, c'est le père qui kiffe ses enfants. Dans 2012, c'était le nouveau mec de la meuf de John Cusack. Dans les autres films, je sais plus. Mais c'est excellent parce que c'est des mecs, tu sais, ils ont rien demandé à personne, quoi. Ils sont gentils. En plus, ils ont carrément aidé les autres, quoi. Sans eux, tout le monde serait peut-être mort. Mais quand même, Emmerich va les tuer dans toujours une petite scène bidon, mais vraiment en mode on s'en fout du personnage, quoi. Les mecs, on les sacrifie comme ça, parce qu'on s'en fout d'eux, à un moment donné, ils ont plus le raison d'être là. Ça, j'adore. Je pense que si je réalise mon court-métrage, et je réaliserai mon court-métrage, je donnerai un rôle comme ça à PH. À l'intérieur de la Lune, course-poursuite entre les astronautes et le monstre IA, une scène plutôt cool, hein, ça fonctionne bien. Et là, c'est parti, la Lune est là, elle entre dans l'atmosphère de la Terre, et là, préparez-vous pour le plan du film. C'est parti, le bordel. Roland Emmerich est à son maximum. Ouah.
Sérieux, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de pire après ça, je vous le demande. Ce serait marrant qu'il fasse un tout petit film tout pourri dans lequel à un moment donné il y a juste un petit accident tout bidon. Dans la Lune, Brian dit qu'il faut que quelqu'un reste sur place pour déclencher la bombe. C'est marrant, ça me rappelle un autre film ça. Il dit que c'est lui qui va rester, mais Casey le devant s'enferme dans le rover avec la bombe. C'est lui qui va se sacrifier. Oh putain, non. Et on s'en fout en fait. Vas-y, non mais c'est très bien, vas-y. De toute façon, on s'en fout, il a plus de famille. Il a juste sa mère mais qui a Alzheimer qui se rappelle même pas de lui. Donc il peut bien crever, tout le monde s'en foutra, hein, et nous les premiers. Pendant ce temps sur Terre, qu'est-ce qu'ils font les autres là? Comme si on avait quelque chose à foutre. Ah bah y a Sonic qui est coincé sous un arbre. Michelle, ma belle, essaye de le soulever mais elle n'y arrive pas. Mais heureusement la Lune va y arriver. Ils vont se servir de la gravité pour soulever l'arbre, mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Tout s'envole autour d'eux, l'arbre oui, mais eux non. Allez, il faut aller dans le tunnel mais le pont est cassé. Donc ils vont faire un autre saut de ouf grâce à la gravité de la Lune. Mais c'est n'importe quoi, putain. Et en même temps, comme dit Zeus lui-même, Je suis sûr que c'est possible. bien sûr c'est possible. Moi j'ai déjà fait. Non, tu l'as pas fait. Mais non mais si, c'est parce que t'étais pas là. Si, j'étais là. Allez, le monstre arrive, Casey fait exploser la bombe. Salut mon pote. Joe pilote le vaisseau pendant que Brian fait une petite sieste. Ah, il m'a dit, il l'a mérité aussi, il s'est levé tôt ce matin. Donc c'est normal, le petit coup de barre à 17h, on l'a tous. Et le module s'échappe de la Lune et arrive directement sur Terre. C'est magnifique. Allez, il est temps d'en finir avec toutes ces conneries. Le gamin reçoit un appel de sa mère. On se demande encore comment les communications peuvent marcher étant donné que la Lune a très certainement défoncé tous les satellites, mais bon, voilà, on en est plus à ça près. Hein. Joe et Brian sont en vie et les gamins aussi. Bon, dis donc, il me semble qu'on avait un marché là, non? Ah, t'as pas oublié? Ha! Jamais de la vie. Allez, tourne-toi. L'hélicoptère arrive, ils retrouvent leur famille. Dernier plan sur la Lune qui repart sur son orbite. On se demande bien comment on va faire pour se recaler parfaitement, s'il va s'arrêter toute seule pile là où il faut. Casey fait maintenant partie du système d'exploitation de la Lune comme il l'a toujours rêvé, c'est magnifique. Et fin. Et voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le film Moonfall. Un film qu'on pourrait qualifier de vraiment n'importe quoi, mais qui en fait était un petit peu marrant quand même. Ben oui, mais n'ayons pas peur des mots. Allez, pas grand chose de plus à vous dire pour cette fois, si ce n'est qu'à partir de la prochaine vidéo, on va essayer, je dis bien essayer, de faire une petite pause sur les films. On vient d'en enchaîner 6 ou 7, là c'est la première fois dans l'histoire de la chaîne que j'en enchaîne autant. À force, vous allez finir par croire que je fais plus d'astronomie. Normalement, je dis bien aussi normalement, la prochaine vidéo sera sur la fameuse bière 12 parsec et le point de Genius. Alors, on a eu des petits soucis techniques, évidemment, on avait plusieurs caméras, mais il y en a une qui nous a lâché, donc j'ai pas beaucoup d'angles, mais peu importe, ça donnera ce que ça donnera. J'espère que vous serez au rendez-vous pour voir un petit peu comment on a fait tout ce beau merdier. Venez rejoindre la communauté 12 parsec sur les différents réseaux, Insta, Facebook, X, Discord. Vous êtes de plus en plus, on se marre beaucoup. Allez, c'est tout pour cette fois, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Yann Solo sur 12 parsec. Ciao.